Je crois pouvoir vous dire que dans quelques minutes, vous allez assister à une rencontre historique. Donc vous avez choisi la bonne. Historique parce que je crois bien qu'en 9 ans, des idées mènent le monde. C'est bien la première fois que nous accueillons une princesse, une vraie princesse russe. Évidemment, nous la connaissons bien plus pour sa carrière magnifique. Elle a tourné sous la direction des plus grands, Rohmer, Piala, Fassbinder, Godard, bien évidemment. Elle était l'égérie de la nouvelle vague. On connaît aussi sa carrière d'écrivaine, parce qu'elle a un vrai réel talent de conteuse. Mais je crois que si vous êtes aussi nombreux ce soir, c'est parce que nous aimons plus que tout ce goût de la vie, cet appétit de la vie qui émane d'elle, sa liberté, sa vivacité, sa fantaisie. Je vous propose d'accueillir la princesse Maria Magdalena Vladimirovna Gagarina, mais pour nous, c'est Masha Merrill. Elle l'a presque bien dit, hein? Maria Magdalena Vladimirovna Gagarina. Et si vous voulez mon titre, c'est un peu plus long, c'est Knyazhna Maria Magdalena Vladimirovna Gagarina. Princesse, fille de prince. Alors que j'avais un de mes amants qui avait un cheval, il m'a dit « Oh, je vais l'appeler Knyazhna, comme toi ». Ça m'a beaucoup agacé. Oui, c'est élégant. C'est élégant. Dobry wieczór, Masha. Dobry wieczór. Ah, c'est pas mal ça. Ah ouais. Bon. Google Traduction est mon ami. On en restera là. Masha, je le disais un petit peu dans cette introduction, vous avez eu 1000 vies, j'ai envie de dire, et c'est pas fini. Comme vous dites, c'est pas fini. Ça commence même peut-être. Peut-être. Non, attendez, on va en parler. Je pense que c'est un des thèmes que nous allons forcément Bien sûr. aborder, la question de la vieillesse. J'ai eu 83 ans. Et nous allons les célébrer ensemble, si vous voulez bien. Parce qu'effectivement, pour coller à ce thème qui vraiment me plaît et m'est cher, des raisons d'espérer. Les raisons d'espérer, j'en suis la démonstration vivante. C'est-à-dire que je crois qu'il arrive un moment de la vie où on voit en perspective tout ce qu'on a fait de bien, de mal, de moins bien, de raté, etc., et où on a un peu d'indulgence. Et en même temps, on se rend compte que, bien sûr qu'il y a un petit compte à rebours qui s'installe, mais que justement, il faut se dépêcher de faire tout ce qu'on a à faire encore. Et moi, c'est le programme, je ne peux pas vous dire, hein, parce qu'il y a tout ce que je veux faire moi et tout ce que Michel Legrand voulait faire. Et il faut que je fasse les deux. Voilà. Masha, j'ai à relire un peu votre vie. J'ai un peu le sentiment, même si bien évidemment vous n'avez pas été épargné par les drames, mais les grands rendez-vous de votre vie, ils se sont inscrits un peu sous le signe du hasard et de la chance. Le cinéma, rien ne vous prédestinait par exemple à faire du cinéma. C'est un peu le hasard et le quartier de Saint-Germain-des-Prés qui vous place un jour sur la route de Rohmer. Alors je vais dire la même chose que Philippe Labro qui vient de dire ça. Je ne crois pas à la chance. Je crois à des éléments qui se réunissent tout d'un coup et qui font qu'on va dans une direction ou dans une autre. Alors, moi, j'étais une jeune fille de famille d'émigrés, donc mes parents sont russes, ont quitté la Russie après la Révolution d'octobre en 1920, dans des conditions assez dramatiques. Mon père était officier de marine, et il est parti depuis Odessa sur un croiseur qui rejoignait la flotte française, qui était alliée à la flotte impériale, la flotte du Tsar. Et donc, ils ont fait la mer Noire, le Bosphore. Ils sont arrivés en rade de Toulon. Tout le monde est descendu du bateau, y compris les marins, les officiers, tout le monde. Et personne n'est plus jamais remonté sur le bateau. C'est une histoire authentique. Ce bateau, ce croiseur russe est resté à rouiller dans la rade de Toulon pendant 4 ans, 5 ans, vide. Et tous les Russes qui étaient à bord sont restés en France parce qu'ils considéraient que la France était un Eldorado des droits de l'homme. Et la plupart des aristocrates... Parlaient français. Parlaient le français. On parlait même le français à la maison, enfin, dans les soirées. Alors, ça, c'est mon père. Et donc, il est arrivé sur la Côte d'Azur où il y avait une petite maison
pas si petite d'ailleurs, un joli mât avec quelques hectares. Les familles russes avaient des maisons de vacances un peu partout en Europe, en général des eaux thermales, la Bourboule, Baden-Baden, Capri. Et donc, il y avait une petite maison à Antibes qui a sauvé la vie de mon père parce qu'il s'est installé là définitivement et il était, comme il avait fait des études d'agronomie, il est devenu horticulteur, ce qu'il ne connaissait pas du tout. Et d'ailleurs, il n'y réussissait pas tellement. Les voisins italiens faisaient des œillets hauts comme ça, et lui, les siens étaient tout petits parce qu'il n'y arrivait pas. Mais enfin, ça a été des moments difficiles. Et puis ma mère a quitté la Russie très tragiquement. Alors, elle a traversé le Dniestre à la nage. Et il faut que vous vous rendiez compte ce que c'est que les rivières russes. Quand ma mère regardait la Loire, me dit qu'est-ce que c'est que ça? C'est des ruisseaux, c'est pas des rivières. Les grandes rivières, les grands fleuves russes, on ne voit pas l'autre rive. Quand vous entendez à la télévision les descriptions du Dniepr, il faut que vous vous rendiez compte ce que c'est que de traverser le Dniepr. C'est comme traverser la mer. Et donc, elle a fait ça avec quelques bijoux cousus dans sa jupe. Le reste de sa famille est resté en Roumanie. À l'époque, c'était la Roumanie. Et a été rapidement déportée en Sibérie par les déplacements de population de Staline. Et donc, elle est arrivée en France, d'abord en Allemagne, elle cherchait son chemin, elle était très jolie, donc elle a pensé qu'elle allait faire du cinéma à Berlin. Berlin était la capitale du cinéma à l'époque. Et puis mon père, qui avait eu une première épouse et avait eu un petit garçon, son épouse est décédée. Et il s'est rappelé qu'il avait une petite cousine, parce que mes deux parents étaient cousins. C'est pour ça que je suis un peu dégénérée, parce que... Oui, voilà. Voilà, on n'avait pas l'explication, on l'a. Et donc, il a appelé ma mère, qui était chez des amis à Berlin, pour garder cet enfant, pour s'occuper de cet enfant. Et ils sont tombés fous amoureux l'un de l'autre. Et ils sont mariés à Nice. Il a épousé la nounou, quoi. Elle était la nounou de ce frère. Ce garçon, d'ailleurs, mon frère, est mort au front. Il était un jeune spahi. Et il est mort la veille de l'armistice. Et mon père est décédé très peu de temps après, donc ma mère s'est trouvée toute seule avec trois filles, mes deux sœurs et moi, et avec un panache extraordinaire que seule une femme russe peut avoir. Elle a dit « Paris, mes filles ne seront pas des petites provinciales ». Et donc, je me suis retrouvée à Paris, jeune fille. J'ai fait des grands sauts comme ça, mais vous comprenez quand même, vous suivez bon. Pour l'instant, ça va. Voilà donc à Paris. Pour vous dire, la Russie était un lieu déjà détesté par mes parents. Ils pensaient que... J'avais un grand-père, un arrière-grand-père qui disait « mourir pour la Russie, mais vivre à l'étranger ». Donc, ça n'est pas d'aujourd'hui que la Russie est invivable. Elle l'est plus que jamais. Je suis sûre qu'on va en parler un petit peu. Sûr. Mais donc, ils se sont mariés à Nice. Et puis, mon père a eu la chance d'avoir un appel d'offres pour diriger un jardin d'essai au Maroc. Et c'est là que je suis née. C'était un pays, c'est adorable le Maroc, hein. Ça devait l'être encore plus avant quand c'était un protectorat français. Et mon père a été très heureux parce qu'il disait qu'il avait retrouvé les espaces de l'Ukraine. Alors parce qu'il faut que je vous dise que mes parents avaient des propriétés en Ukraine. C'est pour ça que ma mère a écrit un livre qui s'appelle « Blonds étaient les blés d'Ukraine ». Et qu'il y a une petite erreur dans ma présentation dans le catalogue, c'est que ma mère n'est pas ukrainienne, elle est russe. Vos deux parents sont russes. Mes deux parents sont russes, ils avaient ces grandes propriétés en Ukraine, qui étaient les terres les plus fertiles de toute la terre russe, c'est-à-dire c'est le tchernosium, c'est des terres noires, et donc les Russes, c'était un peu des colons. Mes parents avaient, du côté de ma mère, 150 000 hectares, et du côté de mon père, 300 000 hectares.
C'est-à-dire que, alors ceux-là ont vraiment tout perdu parce que c'était des gens qui n'avaient pas des fortunes à l'étranger, qui ne spéculaient pas, qui n'avaient pas. D'ailleurs, c'était des propriétés qui étaient très mal tenues en général, avec beaucoup de gaspillage. Et ma mère, dans son livre merveilleux qui s'appelle Blond étaient les blés d'Ukraine, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu ce livre qui a eu beaucoup de succès. Elle raconte qu'ils avaient 40 domestiques. Alors il y en avait un pour le bois, un pour les bottes, un pour l'eau, un pour le feu. Tout ça dormait dans la cuisine. C'était vraiment l'an 1000. Hein. Ils n'ont pas volé cette révolution. Les aristocrates russes, ils ont vraiment été très imprudents. Bon, tout ça pour vous dire qu'ils avaient choisi la France, non seulement parce qu'ils parlaient le français, mais aussi parce que la France était considérée, et j'entends beaucoup de gens qui viennent de l'Est qui ont cette idée-là, comme le paradis, un paradis sur Terre. Alors, ils n'ont pas été déçus. Et vous savez, malgré tout ce qui se passe, je continue à le penser. Je continue à penser que la France est une espèce d'enclave, une espèce de vie d'espoir, justement, puisque c'est notre thème. Je pense qu'il y a dans la culture européenne, mais particulièrement française, le thème de l'espoir est central, qu'on soit à gauche ou qu'on soit à droite. À gauche, c'est les lendemains qui chantent. À droite, c'est l'évolution, le progrès économique, le progressisme, de toute façon, tapisse notre culture et fait que c'est un élément essentiel de notre pensée. L'espoir nous est constitutionnel, génétiquement. Donc, je ne suis pas étonnée qu'on dise qu'on a des raisons d'espérer, parce que sinon, nous ne pourrions pas continuer. Ça fait partie du moteur même de notre vie. Et puis, surtout, c'est vrai. Écoutez, comparer notre vie avec celle de nos parents ou de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. J'oublierai jamais une vieille dame qu'on avait interviewée à la télévision, et on lui avait demandé qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans le siècle ? Alors on pensait qu'elle dirait les avions en réaction, le téléphone portable. Elle a dit le plastique. Parce qu'avant, elle portait des brocs pour aller chercher l'eau à la fontaine. Vous vous rendez compte, en très peu d'années, en 50 ans, en 70 ans, à quel point le monde a changé. Et celles qui en ont le plus profité, ce sont les femmes. C'est nous qui avons vraiment bénéficié de cette incroyable avancée du progrès. Ça, c'est une conviction que vous avez vraiment chevillée au corps. Hein. Puis vous avez vécu dans une période où, effectivement, là aussi, les femmes, en quelques années, vous avez vécu cette émancipation au plus fort de votre... Mais c'est pas ça, c'est que nous l'avons faite. Alors, 68, pour moi... Alors, il y a une chose qu'on ne choisit pas dans la vie, c'est sa date de naissance. Moi, je suis née en 40, donc j'avais 25 ans, 28 ans, 68. C'est-à-dire que, pour moi, 68 est un mouvement féminin. Avant tout, c'était l'émancipation des femmes. Quelques femmes exceptionnelles dans le passé, George Sand, Colette, Louise Michel, Anne de Noailles, ont vécu des destins de femmes libres. Mais en 68, c'était toutes les femmes. Tout d'un coup, toutes les femmes se sentaient en capacité d'avoir des métiers qui étaient réservés aux hommes, des destins qui étaient tout à fait autonomes. Et je pense que sur ça, on ne fait pas marche arrière, c'est un chemin sur lequel... Et d'ailleurs, je m'inquiète parce qu'en Russie, en ce moment, où on essaye de réintroduire l'interdiction de l'avortement, je me dis que c'est un très dangereux chemin parce que les femmes elles-mêmes... Vous croyez qu'une jeune femme russe va renoncer au fait de pouvoir décider de son ventre, de la procréation ? Plus aujourd'hui. Elles vont bientôt se rebeller. Ça ne peut pas marcher, ça. Et puis, il y a que la France, c'est un pays composite. C'est le pays des étrangers, je dirais. Je voulais d'ailleurs faire un livre que les éditeurs ne m'ont pas accepté, qui se serait appelé « Les étrangers qui font la France ». C'est-à-dire, si vous pensez à Picasso, Chagall, Rimbaud, tous les grands étrangers qui ont choisi la France et qui ont décidé de vivre en France, c'est une caractéristique
vraiment française. Parce que peut-être géographiquement, la France est au passage de tous les autres pays d'Europe et que c'est une espèce de plateforme d'accueil où les étrangers peuvent se réaliser. Et je crois que ça existe encore. Je pense que ça dure encore. Que vous apportez le cinéma en tant que femme, votre carrière cinématographique? Alors, quand j'avais 15 ans, 16 ans, d'abord, j'ai eu 2 grandes révélations. D'abord, la littérature américaine et évidemment le cinéma. Mais moi, le cinéma, c'était la cinémathèque. Je voyais 15 films par jour. Enfin, c'était une sorte de sacerdoce, n'est-ce pas? Nous étions tous ces jeunes gens qui vraiment se nourrissaient des films qu'on allait voir à la cinémathèque. Et puis, j'ai très vite fait le calcul que pour exister, pour être indépendante, il faut avoir un salaire, il faut gagner sa vie. Moi, je crois que l'émancipation des femmes commence par l'émancipation économique. Et donc, ça n'a pas été... J'ai vite réfléchi, c'est-à-dire que j'étais inscrite à la Sorbonne, j'avais fait d'assez bonnes études, et donc j'étais assez douée, c'était assez rapide. Et puis, très vite, quand même, je traînais à Saint-Germain-des-Prés, qui n'était pas du tout comme maintenant. Saint-Germain-des-Prés, c'était un endroit extraordinaire où on se retrouvait sans se donner rendez-vous. Et moi, entre, disons, 15 et 20 ans, j'ai rencontré à peu près tout le monde, toutes les personnes tout ce qui était dans la culture. C'était pas le Saint-Germain-des-Prés de Juliette Gréco et de Sartre, mais c'était quand même l'endroit où j'ai rencontré César, Tinguely, Niki de Saint-Phal, Edgar Morin, les cinéastes, Éric Romer qui était alors encore seulement professeur. Et on se retrouvait dans un endroit qui s'appelle le Club Saint-Germain-des-Prés où on dansait le bebop. Oui, vous étiez championne de bebop. J'étais championne de bebop, s'il vous plaît. Alors le bebop, c'est pas le rock, hein, c'est le jazz. Vous pouvez montrer là un petit peu, là, vous vous souvenez? Non, il me faut un partenaire aussi habile que moi. Et donc, c'était assez extraordinaire. Vichy et tout, la petite jupe en Vichy. Oui. Ça, c'était Brigitte Bardot, mais nous, c'était pas tellement ça. C'était au contraire beaucoup plus sobre que ça. Mais c'était surtout que c'était des années incroyables, ces années 60. C'est qu'il y avait toujours quelqu'un pour nous inviter à dîner. Alors, on était tout un petit groupe assez des jeunes et beaux. Il y avait Belmondo, Guy Bedos, Jean-Pierre Cassel, et tout ce monde, on allait danser. Excellent danseur. Et après, il y avait toujours quelqu'un qui nous emmenait ou chez Lippe ou à la Coupole pour dîner. Je n'ai jamais pensé, le problème de l'argent ne s'est jamais posé dans toute ma jeunesse. Je crois que ça, c'est quand même un privilège de ces grandes années qui étaient des années quand même très... les années florissantes de la France. Les années 60, oui. Et puis... j'ai compris que le cinéma est une affaire de jeunes. Il faut commencer jeune. Donc, quand Éric Romer m'a demandé la première fois de participer à son premier film, qui s'appelait Le Signe du Lion, j'ai accepté, évidemment. Je faisais une Suédoise. J'étais blonde à l'époque. Je faisais une Suédoise. On dansait, pour vous dire ce que le monde a changé, place Saint-Germain-des-Prés. Le 14 juillet, il y avait un bal, place de Saint-Germain-des-Prés. Et donc, c'était un film avec... Jess Hahn, qui est un acteur américain, et j'ai compris que le cinéma était un monde assez ouvert où on pouvait faire carrière sans avoir de diplôme, sans avoir on pouvait commencer tout de suite. Voilà. Et moi, j'étais pressée. Je voulais. Alors, vous aviez entrepris des études de littérature? J'avais fait des études de lettres et j'ai fait 2 certificats, puis j'ai arrêté parce que le cinéma m'a embarqué très vite. Et puis, c'est surtout que j'étais pressée, oui. Je pensais qu'il fallait pas... il fallait vite entrer dans l'action, être vite dans les personnes qui font le monde, je ne sais pas comment vous dire. Et évidemment, le cinéma est un art jeune et qui nécessite des visages jeunes. Voilà, c'était avant la Nouvelle Vague, tout ça. Hein. La Nouvelle Vague est arrivée après. Entre-temps, je suis allée aux États-Unis. Alors, j'étais élève de... L'acteur studio. Absolument. J'étais élève d'abord en France de Jean Villard, du TNP, qui avait une école formidable. Alors, nous, j'avais déjà eu un éveil politique et je pensais que je ne voulais pas aller au conservatoire et avec la Comédie Française parce que c'était les bourgeois poussiéreux, ce qui était à l'époque. Et donc, j'ai
Jean Vilar au TNP. Et puis un beau jour, on m'a fait une proposition faramineuse d'aller travailler à New York comme assistante de Richard Avedon. Je ne sais pas si vous savez qui est Dick Avedon. C'est le plus grand photographe de mode du monde. Il a fait tous les grandes images de Harper's Bazaar, de Vogue, etc. Et alors je fréquentais ce milieu des photographes en France, ceux qui avaient créé le journal Elle. Ça aussi, ça a été une très grande aventure de Hélène Lazareff, oui, tout à fait. et Pierre Lazareff qui la chapeautait, qui la surveillait. C'était un moment formidable. Et donc, j'ai accepté cette proposition avec une lettre de Jean Vilar pour aller à l'Actor Studio. Alors, l'Actor Studio, j'ai détesté ça. J'ai trouvé ça ridicule. Alors, il faut que vous sachiez que l'Actor Studio, qui a quand même produit les grands acteurs américains que nous connaissons, Marlon Brando, Montgomery Clift, John Woodward, Anne Bancroft, tous. Alors, d'abord, c'était une école très protectionniste, c'est-à-dire que les étrangers, moi donc j'étais française, n'ont pas le droit de participer aux exercices, on était à l'étage. Et à l'étage, il y avait tous les blacks, les Mexicains, les gens qui... Bon. Et dans cette école, ils étaient extraordinairement influencés par la psychanalyse. Chacun avait son shrink, son psy, et les exercices étaient fortement inspirés de la psychanalyse. Par exemple, il y avait un exercice qui s'appelait Private Moment, moment privé. Alors, j'ai vu John Woodward faire cet exercice. Alors, on est dans un grand silence, les élèves entrent dans le noir, et l'élève qui fait l'exercice, c'était elle, doit faire sur scène quelque chose qu'elle ne ferait devant personne. C'est pour se désinhiber, vous voyez. Bon. Alors vous imaginez que ce qu'on a vu, cellulite dans un miroir, pipi, caca, j'ai tout vu. C'était ridicule et risible. Nous, on se bidonnait à l'étage parce qu'on trouvait ça stupide. Et puis c'était le moment d'un très fort racisme. Les blacks avec qui j'avais sympathisé, on ne pouvait pas aller dans les mêmes cafés que les autres élèves. Donc on allait après... Bon, tout ça, ça m'a beaucoup frappé. Et je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé, j'étais vraiment l'élève du mentir vrai, c'est-à-dire de l'école de Louis Jouvet, de Jean Vilar et des grandes écoles françaises. Donc j'avais hâte de rentrer en France. Je suis restée 2 ans quand même aux États-Unis et j'ai eu la chance de faire ce livre avec Avedon. C'était un livre de portraits. Ça s'appelait Observations. Et donc, l'idée, c'était qu'on allait chercher, j'allais chercher ces personnalités, ça s'appelait Idlewild à l'époque, l'aéroport, c'était pas encore Kennedy. Je les amenais à l'hôtel Pierre, et ensuite, ils se faisaient portraitiser par Avedon, des photos en noir et blanc. Et je vais vous raconter une anecdote que je n'oublierai jamais. Une fois, je vais chercher Anna Magnani. Vous voyez qui est Anna Magnani, c'est une grande actrice italienne. Elle était en train de tourner avec Fellini Roma. Et donc, je vais la chercher, je l'amène, on va au studio. Et je connais le secret de la photo d'Avedon parce que c'est moi qui tenais la lampe. La lampe était toujours face au visage. Et quand le visage tournait, je tournais avec elle. Et donc, on a fait ces photos, tout ça, formidable. Après ça, je la ramène à l'hôtel Pierre. Et le lendemain matin, elle avait son avion pour rentrer à Rome. Et avant, elle vient au studio pour regarder les photos. Alors, à l'époque, on faisait des tirages et des grands agrandissements. Et Avedon, magnifique photo, elle est dans le livre. Et Avedon lui dit « Oh oui, là, vous inquiétez pas, ça, on va un petit peu retoucher. » Elle se tourne comme une lionne. Elle dit « Quoi ? J'ai mis 40 ans pour faire ces rides et vous allez me les enlever ?» Ça m'est resté toute ma vie, ça. Et c'est ça qui est presque, je dirais, ma règle de vie, c'est-à-dire le temps qui passe. Je veux voir le temps passer sur mon visage. Je n'ai jamais rien fait, je jure. Hein. Vous voyez, j'ai jamais été ni bistouri, ni piqûre, ni rien du tout. Parce que le visage... C'est l'histoire d'une vie. C'est une vie entière. C'est tout ce que vous avez essayé de faire, tout ce que vous voulez, ce à quoi vous aspirez, c'est tout ça. C'est pour ça que quand on critique les campagnes électorales qui se font à la télévision... Moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve que c'est formidable de voir un visage d'un homme politique. On voit tout de suite s'il est sincère ou pas. Il faut voir l'œil, hein, il faut regarder bien. Mais
on le voit tout de suite. Donc moi, je suis très propice, je suis très favorable aux campagnes télévisées parce que je trouve que c'est très indicatif, c'est très... Même si le type est très habile et qu'il a des spin doctors qui lui expliquent ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, même si se scie les dents comme Mitterrand, tu vois quand même sur sa gueule s'il ment ou pas. S'il est bon comédien ou pas. Alors il y en a un qui est très bon, c'est votre mère, hein, je le dis tout de suite, François Bayrou, il est excellent. Non mais sans blague, parce que non seulement la pensée est juste, les mots sont justes, mais il prend des temps. Et les temps, c'est de l'or. Écoutez, c'est la façon dont on comprend que ce qu'il dit n'est pas tout cuit. C'est pas d'une chose qu'il a récité, qu'il a appris avant, etc. Au contraire, il réfléchit en même temps que nous. C'est ça que j'aime, moi. Moi, j'aime la vérité qui se dégage des belles intelligences. Donc, merci François, bravo. Comment on devient Macha Merrill? Parce que vous n'avez pas gardé votre nom, alors que j'ai écorché tout à l'heure quand vous êtes entré sur scène. Je voulais savoir comment on vit, d'ailleurs, vous avez ces évocations dans quelques interviews, comment on vit toute une vie derrière ce nom de Macha Merrill. C'est beaucoup de comédiens ou de personnalités ne portent pas leur vrai nom. Le problème d'identité, comment on concilie la sincérité quand on a un pseudo? Alors c'est formidable d'avoir deux noms, deux vies, c'est magnifique. C'est-à-dire, je l'ai fait par instinct parce que je m'appelais Gagarine. Le premier producteur avec qui j'ai tourné, quand je me demandais comment vous appelez, Marie-Madeleine Gagarine, il a dit non, ça jamais. Alors j'ai réussi à garder mon prénom parce que Macha, c'est le diminutif de Marie. Toutes les Russes s'appellent Macha quelque chose. Et donc je suis Marie, Macha. Ma mère était Maroussia, mes sœurs sont Maïta. C'est tous des diminutifs de Marie. Et donc ça, j'ai réussi à le garder. Et après, il m'a dit, écoutez, il faut double initial, un nom facile à prononcer, facile à orthographier, un peu international, tout ça. D'ailleurs, dans mon roman, là, j'espère qu'on va en parler, je raconte comment cette jeune femme choisit son nom pour faire du cinéma. Donc, ça m'est arrivé à moi, ça. Et donc, à l'époque, j'étais très admirative d'une grande chanteuse de jazz qui s'appelle Helen Merrill. Je ne sais pas si vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, c'est dommage parce qu'elle est absolument géniale. Et alors, le plus drôle, c'est que elle s'écrit Merrill avec 2 R et 2 L. Donc, j'ai été plus modeste. J'ai mis un seul R, un seul L. Et quelque temps après, j'ai découvert qu'elle était croate et qu'elle s'appelait Merkec. C'est-à-dire qu'elle aussi, c'était un pseudo. Elle avait changé son nom, elle aussi. Alors, les deux noms, c'est assez formidable parce que ça me permet, c'est comme une voilette, mon nom. Il n'est pas tout à fait moi. Je suis connue pour ce nom-là, à ce nom-là, mais moi, j'ai une deuxième personne en moi, une deuxième vie que je peux... comme ça, soit caché, soit montré par moment. En ce moment, par exemple, je suis assez franche avec vous, mais c'est l'autre qui parle. Vous voyez, c'est pas Macha Merrill. Après le cinéma, vous êtes venu, alors vos études de lettres, vous en venez à la littérature. Vous êtes venu à la littérature un peu par des chemins détournés. Vos premiers livres, c'était des livres de cuisine, non, si je me souviens bien? Alors, il faut que je vous raconte une petite anecdote. Je tournais une série sur Colette, que je considère encore aujourd'hui comme la meilleure chose qu'on ait faite sur Colette. C'était en 4 épisodes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a déjà un certain temps, et chaque épisode portait le nom d'un de ses maris, parce qu'elle a eu 4 vies. Mais je pense que les femmes et les maisons déterminent... les femmes sont déterminées par les maisons, et en général, c'est associé à un homme. Moi, j'en ai eu c'est un peu votre aussi. cas, non? C'est un peu votre cas, non? C'est mon cas, tout à fait. Bon. Et alors, je tournais ce film, il y avait donc... c'était de 25 ans à 73 ans. C'est la seule fois de ma carrière où j'ai fait cette espèce de miracle cinématographique qui est de remonter dans le temps et de faire des maquillages de vieillissement. C'est très extraordinaire. On fait ça qu'une fois dans sa vie et c'est une expérience un peu particulière. Donc, le maquillage prenait 8 heures. Je venais à 4 heures du matin dans le décor où nous tournions et c'était l'appartement de Colette. On a eu la chance, avant qu'un grand décorateur, Jacques Grange, achète l'appartement de Colette qui est place du Palais Royal. On a pu tourner dedans. Alors la décoration avait changé, mais quand même il y avait quelques papiers peints qui étaient encore d'elle. C'était pas très grand, c'était un petit appartement.
Et dans la fin de sa vie, moi j'aime beaucoup les œuvres tardives des écrivains, parce que je pense qu'il y a quelque chose d'essoré, de plus sec, de plus brutal dans les dernières œuvres, parce qu'on est de peu de mots, de moins de mots en tout cas. Et elle a écrit les 2 grands livres que je préfère d'elle, qui est Le Fanal bleu et L'Étoile Vespère. Quand elle était sur son lit, elle avait cette maladie terrible, l'arthrose déformante, elle pouvait presque plus se lever. Elle appelait son lit le radeau, et elle regardait par la fenêtre, elle était un peu insomniaque. Et alors nous, pendant le maquillage, donc pour ce maquillage, j'avais une membrane collée sur mon visage, comme ça. Il y avait une infirmière et 2 maquilleuses pour me coller ce truc-là avec la colle chirurgicale tout autour, avec les rides de Colette. Donc ça, c'était un spécialiste qui m'avait fabriqué cette membrane. On faisait ça 3 fois, on l'a fait. Parce que pour l'enlever, c'était aussi dur que de le mettre. Et perruque blanche, évidemment. Bon. Et comme c'était très fastidieux, on faisait quelques pauses de temps en temps. Et donc, pendant les pauses, j'allais me mettre à la fenêtre. C'était l'aube. Je regardais le ciel et je me disais, elle a vu ça. Elle a vu exactement ce ciel-là. Et puis tout d'un coup, je sens comme quelqu'un qui me met la main sur l'épaule et qui me dit, vas-y. Je pense que c'est Colette qui m'a donné l'autorisation d'écrire. Alors j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, oui, on arrive à un moment dans la carrière d'une actrice où c'est tout embêtant de tout le temps dire les textes des autres, de tout le temps obéir à un metteur en scène, de tout le temps être un peu pas soi. Et je me suis dit, il faut que je prenne la parole à un moment donné. Et comme c'était un moment un peu particulier de ma vie, je venais de quitter l'Italie, j'ai commencé par des livres de cuisine. Mais attendez, qui ont eu un succès fou, et je pense que c'est parce qu'ils étaient écrits, parce que c'était déjà de l'écriture. Donc j'ai fait Joyeuse pâte, Moi j'en ris, Haricots-ci, haricots-là, enfin bon, très précurseur, parce que les haricots, maintenant, c'est devenu très à la mode. Bon. Et donc, je crois que j'ai fait des cercles comme ça, concentriques autour de la littérature, tant j'avais de respect pour les grands auteurs que j'aime, évidemment, tous. J'étais d'une humilité incroyable. Mais, à un moment donné, ça vient tout seul. C'est-à-dire que je crois que l'écriture, c'est comme un... c'est comme de se nourrir. À un moment donné, on ne peut pas ne pas manger et on ne peut pas ne pas écrire. Quand on a des choses à dire. Alors, moi, c'est très spécial parce que je ne me mets à écrire que quand c'est mûr en moi. Mais je ne sais jamais à quel moment je vais me lancer. Et puis quand je me lance, je fais charrette. J'écris pendant X jours, jour et nuit, dans une espèce de transe. Bon, pas tous les écrivains écrivent comme ça, heureusement, parce que les professionnels, les gens qui vivent de leur plume, ils vont au bureau tous les matins, ils écrivent tous les matins. Moi, pas. Mais c'était comme si je recommençais ma vie. Voilà, il y a des moments où on est... Tout d'un coup, on ouvre une porte et on commence une deuxième vie. Et l'écriture, ça a été ça pour moi. Et dans tous les livres que vous avez écrits, en tout cas bon nombre d'entre eux, on pourra parler de L'Homme de Naples, bien évidemment, qui est sorti juste avant celui-ci. Dans celui-ci, La Grille du Palazzetto, dans Vania, Vassia et la fille de Vassia, on retrouve souvent des éléments qui vous concernent personnellement. Ici, il est question d'un tournage à Venise avec une actrice qui arrive au mi-temps de sa vie, à 40 ans, elle se pose la question, elle même sur son statut de star. Mais est-ce que vous connaissez des écrivains qui parlent d'autre chose que de même? On ne parle que de ce qu'on connaît, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a vu. Et donc, Flaubert a bien dit, Madame Bovary, c'est moi. En plus, on s'identifie à ces personnages. C'est impossible autrement. Alors, c'est même aussi assez grisant parce que ça permet l'écriture de vivre des vies qu'on n'a pas vraiment vécues, mais qu'on a regardées, qu'on a observées. Alors, dans Vania Vassia, la fille de Vassia, ce livre-là, il a une histoire particulière. C'est celui qui est le plus proche de vous, non ? Alors, de votre vie. Quand j'ai rencontré Michel Legrand et que nous avons décidé de vivre ensemble, c'était une aventure incroyable parce qu'il était un homme débordant d'activités, de projets, les concerts, les tournées, le Brésil, les États-Unis, le Japon, le machin, l'écriture, les trucs. Et il n'était pas dans une très grande santé, donc tout était un petit peu difficile pour lui.
Donc je me suis beaucoup occupée de lui, de tout ça. Et de temps en temps, il me disait, alors, et toi, tu écris? Quand est-ce que tu écris? J'avais pas le temps, j'étais vraiment... C'est moins doux que Colette, mais c'est tout à fait... Voilà. Et puis quand il a été plus malade, qu'il a fait une récidive de sa pneumonie, il était donc à l'hôpital et il m'a dit, reste là, mais écris. Et j'ai eu l'instinct qu'il fallait que je me dépêche et que j'écrive quelque chose qui lui plaise. Je voulais qu'il soit fier de moi et je voulais qu'il comprenne que c'était un grand livre, un livre important pour moi. Donc cette histoire, Vania Vasia, c'est vraiment l'histoire d'un milieu que je connais. Ce sont les Russes émigrés en France et plus particulièrement les Cosaques. Les Cosaques, vous savez, il y avait des communautés un peu partout en France. Ils étaient venus de Russie avec leurs chevaux, quelquefois. D'ailleurs, en France, la plupart des dresseurs chez Bartabas, tout ça, ce sont des Cosaques. Et on leur offrait des terres, souvent des terres ingrates, en Corrèze, dans les Alpes-Maritimes, dans le Jura. Et ils vivaient entre eux. Alors ceux-là, c'était des Russes pur sucre, hein, c'est-à-dire qu'ils mangeaient russe, ils chantaient russe, ils vivaient russe. C'est pire que les Béarnais. Hein, et surtout, ils étaient assis sur leur valise, ils pensaient qu'ils allaient retourner en Russie, que le communisme ne prendrait pas. Et puis les années passées, ils avaient des enfants. Ces enfants allaient à l'école de la République et devenaient des petits Français. Ça les rendait fous d'ailleurs. Et donc je raconte l'histoire d'une jeune femme comme ça qui est née de parents cosaques. Je me suis inspirée de plusieurs personnes que j'ai connues et de tous ces personnages russes extrêmement pittoresques, vraiment, et qui avaient comme ça une sorte de grand cœur, de grand espoir que la Russie redeviendrait comme elle avait été, comme ils espéraient qu'elle serait. Bien entendu. Alors quelques-uns d'entre eux, et c'est ça que je raconte, ont espéré que Hitler les débarrasserait du communisme. Et donc ils sont enrôlés dans la Wehrmacht, certains même dans les SS. Et ils sont allés sur le front de l'Est, parce qu'on parle toujours, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on parle toujours du débarquement et on parle toujours du front ici. Mais de l'autre côté, il y a eu 30 millions de morts. Stalingrad et le front de l'Est. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, d'ailleurs, moi, je me suis beaucoup inspirée de grands historiens qui étudient cette question. Pourquoi tant de morts? C'est la faute de Staline. Il pouvait épargner des millions de soldats parce qu'il les envoyait comme maintenant en Ukraine, comme chair à canon, et que quand ils ne voulaient pas y aller au front, il y avait les types du NKVD, ancêtres du KGB, qui les fusillaient pour l'exemple, pour qu'ils aillent au front. Donc ces grandes boucheries, ce massacre de la Deuxième Guerre mondiale n'était pas nécessaire. Et le commandement russe est tout à fait coupable de ça. Alors, ça, c'est ce livre. Et Michel, qui n'allait de moins en moins bien, a réussi à lire les 100 premières pages de mon livre. Et j'ai vu sur son visage qu'il était content qu'il pouvait partir parce que j'étais sur mon chemin, que je faisais un livre qui était un livre. Alors, il n'a pas pu le lire tout entier, mais quand il est parti, en fait, il m'a presque demandé la permission de partir parce qu'il était vraiment très fatigué. Il ne voulait pas être un vieux monsieur grabataire dans un fauteuil. Il voulait partir un peu élégamment. Et dans les derniers mois avant son décès, il a fait un grand concert à la Philharmonie. Il a fait un film, le film de Orson Welles posthume qui s'appelle The Other Side of the Wind. Il a fait un film pour Arte que je l'ai un peu poussé à faire parce que je voulais qu'il y ait des traces de lui tel qu'il était. Et puis il a aussi fait Peau d'âne au Théâtre Marigny. Et il faut que vous sachiez que dans la vie des compositeurs, ce qui est hallucinant, c'est que chaque fois qu'on fait un nouveau concert ou un autre spectacle, il faut réécrire la musique parce que ça dépend du nombre de musiciens qui joueront. C'est-à-dire que chaque fois, il faut réadapter, réorchestrer. Donc il a passé sa vie à écrire des notes
des petites pattes de mouche minuscules avec des crayons spéciaux qu'il avait de Los Angeles sur ces grandes partitions, qui sont d'ailleurs maintenant chez moi. C'est moi qui ai toutes ces archives inouïes de tout ce qu'il a écrit dans sa vie. Et avant-hier, pour vous donner des nouvelles fraîches, j'ai reçu 2 expertes qui viennent de la BN, de la Bibliothèque nationale, et qui sont venues regarder comment est-ce que je dois conserver ces trésors, qui sont les partitions originales de Michel. Et alors, c'est pas marrant parce qu'il va falloir faire des boîtes spéciales, mettre des films entre. Je ne vous dis pas ce que ça va me coûter encore tout ça. Et donc, c'était avant-hier, j'ai reçu ces trucs. Alors, vous savez... Sonia, un des personnages de votre livre, Vania Vassia et la fille de Vassia, elle retrouve son amour 50 ans après. Oh ben oui, on raconte. Je vous dis, il faut s'inspirer des choses qu'on a vécues. C'est mieux parce qu'on dit des choses plus intelligentes. Quelle histoire quand même que celle de vos retrouvailles entre Michel et vous. Oui. Je leur raconte pour ceux qui ne savent pas, mais je crois que tout le monde sait. Donc nous nous étions connus il y a 50 ans, maintenant 60, maintenant c'était en 64. Michel avait gagné la Palme d'Or avec les Parapluies de Cherbourg. Et c'était un festival à Rio de Janeiro, un grand festival qui n'existe plus maintenant, qui réunissait les cinéastes du monde entier. Moi, je présentais le film de Michel Deville qui s'appelle Adorable menteuse, très joli film, qui était précurseur de la nouvelle vague déjà. Coup de foudre. C'est-à-dire que, coup de foudre... Une évidence. Incroyable. Alors, il y avait une raison, c'est que de mes souvenirs d'Amérique, j'avais gardé le jazz. Moi, j'aimais beaucoup le jazz, et j'avais été rencontrer Jerry Mulligan, Thelonious Monk, Harold Land. Et donc, il était stupéfait qu'une jeune femme de 24 ans connaisse le jazz comme ça. Et il y avait un type qui s'appelait Gabriel Albicoco, qui habitait au Brésil et qui nous a dit « Ah, il faut que vous alliez absolument écouter le jazz brésilien, ça s'appelle la bossa nova, et il faut que vous alliez, c'est dans des favelas, dans des petites boîtes. » Et tous les autres, alors Catherine Deneuve, Jacques Demy, ils allaient se coucher pour être frais le lendemain, mais nous, on allait écouter ces trucs-là dans des endroits enfumés. Et j'ai entendu avec Michel Vinicius de Moraes, João Gilberto, Stan Getz. Bon. Et peu de gens savent que c'est Michel qui a ramené la bossa nova en France. C'était un rythme qui n'était pas du tout connu. Il a commencé à faire les premiers arrangements pour Henri Salvador avec ce tempo de la bossa nova. Alors, on a su tout de suite que c'était le grand amour, mais ce n'était pas possible. Il était marié, il avait 2 enfants, dont un en bas âge. Et moi, j'allais me marier avec un type que je n'ai pas épousé, parce que alors j'ai compris qu'après avoir un coup de foudre pareil, j'ai C'est ça. C'était ça allait être beaucoup plus tiède. Bon, j'ai quand même le bon sens. J'ai bien fait d'ailleurs, parce que ça n'aurait pas marché. Bon, et alors, je l'accompagne. On est restés 4 jours ensemble, vraiment ensemble. Mais on n'a pas fait l'amour, parce que c'était 64. On faisait attention, enfin moi je faisais attention. Et puis comment vous dire, c'était tellement grand, c'était tellement au-delà de tout que c'était pas la peine presque. C'était pas une aventure sans lendemain. C'était pas une amourette de vacances, c'était pas ça du tout. Et quand j'ai été chez Ruquier, qui est quand même pas très distingué, il m'a dit « Oh ben allez, à votre époque tout le monde couchait ». Non. Et alors, dans l'aéroport de Rio, il me dit, on pleurait tous les deux, et il me dit, écoute, dans une autre vie. D'accord. Et on s'est promis de ne pas se chercher. Alors ça, c'est courageux quand même. C'est un peu Tristan et Iseut, hein, c'est beau. On a tout fait pour essayer de ne pas abîmer la vie de l'autre, parce qu'on savait que la moindre étincelle, ça pouvait démarrer. Et donc, voilà. Vous avez espéré. Alors, 50 ans ont passé, c'est-à-dire lui est parti aux États-Unis, moi, je suis partie en Italie. Et puis, j'étais tout à fait au courant de tout ce qu'il faisait. Lui était au courant de ce que je faisais. Mais enfin, les femmes sont plus pragmatiques. Moi, j'avais mis une croix, hein, parce qu'on ne peut pas vivre tout le temps avec le regret d'un truc. Bon, c'est pas possible. Bon. Alors, j'ai gambadé quand même. J'ai eu quelques histoires. Là. Oui. Vous avez été une grande amoureuse. Et lui aussi. Bon, et 50 ans exactement, jour pour jour après, c'était donc en 2014, je jouais une pièce de Didier Van Kovlart qui s'appelait Rapport intime. Encore. Et alors sur l'affiche, je montrais le spectateur du doigt comme ça. Et Michel est passé, elle dit « Mais elle m'appelle !»
Alors, il venait de quitter sa compagne précédente et comme les hommes ont horreur du vide, il n'a pas... Il n'y en a pas dans la salle ce soir. Tout de suite, il est venu me voir au théâtre. Et le soir même, alors il faut que je vous raconte, au Brésil, à un moment donné, j'avais mis ma main comme ça. Il a mis sa main sur la mienne. J'ai senti quelque chose d'incroyable. Et le soir de théâtre à Paris, on va dans ce petit bistrot à côté, je mets ma main, il remet sa main sur la mienne et je sens exactement la même chose que 50 ans avant. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. C'est de l'ordre de l'indicible, c'est bon. Et donc, il me dit très vite, ah, écoute, ce coup-ci, je t'épouse. Ah, je dis, attends. D'abord, on essaye, on regarde, on voit ce qui se passe. Mais bon, on a très vite compris que c'était... Et c'est lui qui a souhaité grand mariage. Il a voulu... il avait 82 ans et moi 74. Et je crois que c'était une façon pour lui de montrer que c'était une sorte d'apothéose, une sorte de grand bouquet final de sa vie. Alors, il était catholique et moi, je suis orthodoxe. Enfin, il faut le dire vite, hein, parce que je ne suis pas très croyante. Et il voulait absolument un mariage à l'église. Alors, je lui ai dit, écoute, comment on fait? Tu peux pas. Donc, il m'a prié d'aller voir l'archevêque orthodoxe de notre église, de la rue d'Aru, qui, hélas, je ne peux plus la fréquenter parce que Poutine a mis la main dessus et que maintenant, tout dépend de cet horrible Kirill à Moscou, alors qu'avant, nous étions avec l'archevêque de Constantinople. Enfin bref, c'est une église qui est aux mains de Poutine. Alors, je vais voir l'archevêque de l'époque, il s'appelait Job de Telmessos, type très bien. Et je lui dis, écoutez, voilà notre situation, Michel aimerait qu'on se marie à l'église, est-ce que... Il me dit, amenez-moi-le. Bon, je l'amène. Alors, je ne sais pas si des gens connaissent la rue d'Aru, il y a ces petits immeubles pouilleux où personne ne fait jamais le ménage. Les Russes ne font pas beaucoup le ménage. Et donc, je l'emmène dans le bureau de l'archevêque et je les laisse tous les deux, je m'en vais. Je suis dans la voiture en bas, j'attends 1 heure, 2 heures. Ils descendent, bras dessus, bras dessous. Et il me dit, tu sais, affaire faite, je vais me convertir. Non, mais il a pris ça très au sérieux. Et vous avez un pouvoir de conviction. C'est pas tout. Je lui dis, mais alors comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Alors écoute, la première question qu'il m'a posée, est-ce que vous croyez en Dieu? Alors Michel, quand même, il n'a pas beaucoup pratiqué dans sa vie. Il a dit, écoutez, je ne peux pas dire, je ne sais pas comment vous pouvez nommer ça, mais je pense qu'il y a une puissance supérieure au-dessus de nous, qui est plus grande que nous. Et l'archevêque lui dit, mais bien sûr, parce que vous êtes Dieu, vous les créateurs, vous êtes la voix de Dieu. Oh, alors là, Michel, ça l'a complètement séduit. Et il a fait ce geste incroyable qu'il ne savait pas qu'on devait faire. Il a embrassé la bague de l'archevêque. Alors, bon, formidable. Là-dessus, on va, quelques temps après, l'archevêque nous propose la messe pendant laquelle il serait converti. Et on va dans cette église en semaine, un jeudi. Personne dans l'église, 3 petites vieilles qui changent les bougies, c'est tout. Et dans le chœur, chez nous, c'est toujours admirable, les chœurs orthodoxes. Hein. C'est que vocal, il n'y a jamais d'instrument. Et chez nous, la liturgie est écrite par Moussorgsky, Scriabine et Tchaïkovski. Et bon, alors on attend. Et vous savez, la messe orthodoxe se passe derrière l'iconostase, c'est-à-dire ils communient derrière l'iconostase. Et quand ils ouvrent les portes, à ce moment-là, le public peut communier. On ne communie pas à toutes les circonstances chez les orthodoxes, pas tout le temps. Alors on attend. Je vois Michel qui regarde l'heure. Il me dit, pourquoi je regarde l'heure? Ici, le temps n'existe pas, parce que c'était très long, les offices orthodoxes. Puis finalement, les portes de l'iconostase s'ouvrent, et qu'est-ce que je vois? Tout le clergé en grande pompe, habillé en doré, c'était une fête très importante qui est Saint-Jean Chrysostome. Et moi, je ne savais pas que c'était ce jour-là. Et donc, c'était pour impressionner un peu Michel. Alors, il en avait plein les mirettes, et regardez ça, c'était sublime. On l'a oint et tout ça. Il a pris ça très au sérieux.
Et quand on s'est marié dans cette même église, vous savez, chez les orthodoxes, les gens ne sont pas derrière, ils sont tout autour. Dans les mariages catholiques, on ne voit que la traîne de la robe de mariée. On ne voit pas les visages des mariés. Tandis que chez nous, tout le monde était tout autour. Et en plus, il y avait que tous nos amis, Claude Lelouch, Ivry Guitlis, enfin, bon, et le chœur au grand complet que j'avais réuni, ils étaient 25. C'était d'une beauté transcendante. Et je vois mon Michel, comme si on a le temps, c'est long les services, je vois qu'il fait comme ça, il regarde. Je dis, Michel, qu'est-ce que tu regardes? Il me dit, je vois la partition s'afficher. Il entendait la musique et il voyait... Ah ben oui, c'est des génies. Alors, c'est quand même des gens incroyables, les musiciens. Parce que c'est un peu mathématique en même temps. Hein. Il avait des exactement, tout à fait. Et je pense de Michel qu'il n'y a pas beaucoup de musiciens comme lui. Parce qu'il y a quelques-uns qui écrivent au-delà de la musique. Ça n'est pas de la musique. C'est quelque chose qui est fait pour nous relier, pour que ça vous rentre directement dans le cœur et que vous puissiez... Il disait toujours ça, la musique, ça doit aider à vivre, ça doit aider à être ensemble, à ne pas à supprimer tout ce qu'il y a de moche dans l'existence. Et donc ce culte de la beauté, il y a un autre personnage qui a dit cette chose magnifique aussi, c'est Herbert von Karajan. Quand il dirige, il disait « Je dirige le blanc ». C'est-à-dire ce qui est écrit entre les notes, c'est-à-dire ce qui va être... Lié, les notes. Voilà, qui va tout relier et qui va faire de nous un seul ensemble, ceux qui écoutent et ceux qui jouent. Et pas beaucoup de musiciens sont de ce niveau-là, hein, parce qu'il y a de très bons compositeurs qui écrivent des belles musiques, tout ça, mais Michel, c'était autre chose. Macha Merrill, quand on déambule dans les allées du cimetière du Père-Lachaise et qu'on découvre la tombe de Michel Legrand, toute simple, avec ses volutes sur la tombe. Très belle sculpture d'un ami qui s'appelle Benoît Lemercier, voilà. Qui travaille sur l'acier. Oui. Il y a sa date de naissance, sa date de décès, puis il y a une plaque qui porte votre nom, Macha Merrill, 1940, et ça et reste après, il y a un trou. Voilà. Quel rapport vous entretenez avec... C'est un vœu que nous avons... Je vais vous faire une confidence, puisqu'on est entre nous. Un jour, il m'a dit, c'était dans les derniers temps, il m'a dit, tu sais, il était pilote, il avait eu des petits avions dans sa vie, il a été un homme très turbulent, il jouait au tennis, il était très sportif, et il avait ces petits avions, ça l'avait beaucoup, toute sa vie, il a fait des grands vols, et il m'a dit, tu sais, on va prendre un avion, et on va se fracasser sur une montagne, toi et moi, ensemble. Eh bien, j'ai dit oui. J'ai dit, écoute, si tu penses que c'est ça qui ressemble à la façon dont nous devons disparaître, tous les deux ensemble, faisons ça. Moi, je ne suis pas contre. Bon, alors évidemment, nous ne l'avons pas fait, mais quand même, je sais qu'il a souhaité qu'on soit ensemble. Et c'est parce qu'il aimait beaucoup Aragon et Elsa Triolet. Il avait été très proche d'Aragon quand Elsa Triolet venait de décéder. Et un jour, Aragon, qui l'admirait beaucoup comme musicien, ils avaient fait une émission de radio avec Soupeau et avec d'autres, avec les Oulipo, pour la radio, pour Europe numéro 1. Et c'était Michel qui jouait au piano pour accompagner les poètes. Et donc, il avait fait la connaissance de René Char et aussi d'Aragon. Aragon, tout de suite, s'est emballé. Il lui a dit, viens, il faut que tu viennes me voir et tout ça. Bon, ça a marché jusqu'au jour où il lui a mis la main au panier. Ça n'a pas bien plus... ça s'est arrêté, mais quand même. Et alors, un jour, ils vont visiter la tombe d'Elsa. Et c'était l'hiver. Et Aragon sort en chemise. Et Michel lui dit, mais écoute, Aragon, mettez un manteau, il fait froid, vous allez prendre froid, vous allez tomber malade. Et Aragon lui répond, tant mieux, j'ai hâte de la rejoindre. Ça, je pense que c'est toujours resté dans l'esprit de Michel. Alors c'est d'ailleurs, je vous donne une nouvelle, je viens de terminer une pièce de théâtre que j'ai écrite sur Elsa et Aragon, sur ce couple incroyable. Que vous interpréterez ? Que je vais jouer Elsa avec un petit accent russe, comme elle parlait comme ma mère, avec un tout petit peu d'accent, pas beaucoup, mais elle parlait très très bien, elle parlait un très bon français, avec un parfait du subjonctif. Et donc je vais jouer Elsa, je tiens... Qu'est-ce qu'il y a de plus slave en vous, Macha ?
tout, regardez, c'est pas difficile. Est-ce que je ressemble à une femme française, franchement? Mais vous êtes une heureuse composition, en fait, de toutes ces cultures dans lesquelles vous avez baigné, la France, la Russie, parce que tout ça s'imbrique, s'enchaîne, se mêle en vous. Écoutez, je pense quand on est artiste, on est comme une éponge et on est aussi curieux. D'ailleurs, je dirais, en dehors des raisons d'espérer, je pense qu'il faudrait ajouter le mot de la curiosité. Il faut non seulement espérer, mais il faut être curieux. Parce que c'est par là qu'on change, on évolue. Moi, je ne suis pas la même personne que quand j'avais 30 ans. D'ailleurs, je suis beaucoup mieux. Hein. Alors, ah oui, la vieillesse, tiens, reparlons de ça un peu. Non seulement ce n'est pas une calamité, mais c'est un âge délicieux. Parce que quand on est jeune, d'abord, on ne sait pas qu'on est jeune. Vous savez ce que disait Cocteau, la jeunesse est gaspillée sur les jeunes. Parce que quand on est jeune, on a peur de tout. On ne sait pas, est-ce qu'il faut que j'aille là, est-ce qu'il faut que j'aille là. Ah, si on est plein d'inquiétudes sur les événements qui vont se produire. Tandis qu'à partir d'un certain âge, on n'a pas de mal à refuser de faire. On m'invite à un truc, je dis non, ça m'intéresse. Je sais ce que je veux, je sais où je vais. Je prends le temps des choses. Je ne change pas de direction. Et surtout, j'ai suffisamment d'expérience pour prévoir là où il y aura des problèmes, là où il y a des os. Et donc, non seulement je les prévois, mais je les débusque, j'empêche qu'ils se produisent. Donc la vieillesse, je vous assure, c'est adorable. Et c'est pas du tout ce qu'on nous a dit. Parce que dans la loi et dans les règlements, la vieillesse, c'est un poids sur la société. C'est des gens qu'il faut payer les EHPAD, et puis il faut faire leur donner des retraites et tout ça. Bien sûr qu'il faut prévoir la vieillesse de ceux qui sont les plus fragiles. Mais quand même, la plupart des gens recommence une vie à partir de la retraite. Ne me dites pas ce mot, je hais ce mot et je pense que ça n'existe pas. Il n'est pas construit, l'EHPAD, vous allez mais il y a un moment où tout d'un coup, on jouit de l'existence et on jouit des autres d'une autre manière. Alors bien sûr, je me dis, bon, que si j'ai 83, j'ai encore une petite dizaine d'années pour faire des trucs, mais je suis gourmande de mon futur. Je ne peux pas vous dire mieux. Merci infiniment, Macha, pour cet hymne à l'amour et cet hymne à la vie. Merci d'avoir été là. Merci à vous.